Donc, merci à tous d'être présents pour cette première conférence de l'année. Tous mes vœux, ceux que je n'ai pas vus depuis, tous les vœux de la part de l'association des Amis du Laboratoire Arago. Et nous serons contents de vous accueillir, toujours aussi nombreux pour les conférences de cette année 2025. Peut-être avant que je passe la parole à Camilla, je voudrais vous dire que l'Assemblée générale est prévue le 15 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. Attention, à 17h. Aujourd'hui, nous avons dû reculer à 18h30 parce que normalement, il y avait un colloque qui finalement a été annulé. Je vous prie d'excuser. Voilà. Donc là, ça sera à 17h pour l'Assemblée générale. Ça sera suivi ensuite d'un petit intermède où nous prendrons un petit verre. Et puis un concert par un quatuor à cordes, si vous voulez ensuite y assister. Donc nous vous invitons à y venir. En fait, c'est un groupe qui a répété à plusieurs reprises à l'Observatoire, ici dans l'amphithéâtre, et qui vous offre ce concert. Voilà. Eh bien, je suis très contente aujourd'hui d'accueillir donc Camilla Fernandez. Camilla est docteur en sciences de l'environnement. Elle est chargée de recherche au CNRS et travaille à l'Observatoire océanologique de Banous dans le laboratoire d'océanographie microbienne. Mais elle est aussi responsable d'un laboratoire international associé à l'Université de Concepción, au Chili, ce qui l'amène à passer, je dirais, plus de 50% de son temps là-bas, et ce qui l'amène à faire des missions en Patagonie, dont elle va vous parler aujourd'hui, et en particulier de participer à l'animation, je ne sais pas si elle avait participé à la création, de ce musée qui est en fait un centre d'interprétation environnementale et touristique qui se trouve sur une petite baie, sur une calette, elle va vous expliquer, en pleine Patagonie et dans un endroit très reculé, mais qui néanmoins est un outil d'échange avec le public et avec les personnes qui vivent là sur ces problèmes d'environnement climatique. Donc merci à Camilla de passer un moment de son séjour à Banous, et avant de repartir au Chili très prochainement, je crois, de nous présenter aujourd'hui cette conférence sur l'interaction entre sciences et culture. Bonsoir, merci à tous. Meilleurs vœux. Je ne me suis pas rendu compte que c'était la première conférence de l'année, mais c'est un honneur pour moi, donc yay pour moi. Je suis la première de la liste et c'est un privilège vraiment de partager ce que j'ai pu vivre en faisant de la science, de la recherche, mais aussi en essayant de m'intégrer dans la culture, pas dans la culture nationale chilienne, puisque je suis chilienne, mais dans la culture locale. Et on va voir, je vais essayer de vous transmettre à quel point les écosystèmes qu'on étudie en Patagonie sont uniques, sont vulnérables, sont riches en même temps en expérience, en difficultés. Tout est difficile et tout est long et tout est plus, ça coûte plus que quand on a l'immédiat dans les grandes villes où l'urbanisme prend le dessus. Et c'est vraiment un retour aux sources. Et ce que j'aimerais vous transmettre lors de cette conférence, c'est vraiment le sens de préserver et de faire en sorte que le potentiel qu'on a, le langage en commun, puisse ressortir pour faire face à cette grande question qui est comment va-t-on faire pour faire en sorte que notre planète puisse continuer à fonctionner de la façon dont on la connaît. Je pense que la problématique du changement climatique, c'est un secret pour personne dans cette salle. Vous participez régulièrement à des conférences où on explique des problèmes environnementaux, des problèmes de vulnérabilité environnementale, les ressources qui sont en jeu en ce moment, l'eau, l'air, les ressources en carbone, les dépôts, les forêts, etc.
Mais bien que ce soit des sujets d'actualité, c'est différent quand on a devant soi l'évidence de ce changement climatique et l'effet que ça a dans les gens qui y habitent. Donc voilà ce que je vous propose. Le programme pour ce soir, c'est celui-là. J'aimerais bien vous parler de ce qui nous sépare et ce qui nous rejoint entre science et culture. Qu'est-ce qu'on a en commun et de quoi peut-on se servir pour créer des projets qui sont intégrales et qui intègrent surtout les scientifiques vers la communauté et pas forcément dans l'autre sens. Aussi, parlons-en un peu de ce que c'est faire de la science dans un milieu extrême, ce que ça coûte, ce que ça veut dire, et comment ça influence les décisions de recherche qu'on fait tous les jours, comment communiquer ce qu'on apprend et comment transmettre les connaissances, faire le transfert de connaissances. Communiquer, et parler et transférer des connaissances, c'est pas du tout la même chose. Et on va voir que l'effet que ça peut avoir est vraiment très différent, bien que ce soit complémentaire. Ensuite, l'intégration dans la communauté qui pour moi est clé vraiment dans ce qu'on veut, le changement de paradigme ou la façon de voir la problématique du changement climatique qui, à mon sens, c'est quelque chose qui manque en ce moment dans le débat et qui peut nous fournir un outil pour l'avenir. Et finalement, je vais vous montrer ce qu'on a pu faire dans cette co-création. On appelle ça vraiment la création d'une solution avec la communauté. Donc, en faisant partie intégrale du processus. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on a en commun, la science et la culture? À premier abord, avec cette image, pas grand-chose. Le pragmatisme, ce qui est vrai, ce qui est acquis, ce qui est su, ce qu'on sait, d'un côté, et puis l'expression de l'émotion dans l'autre. Mais à premier abord, ça n'a pas grand-chose en commun, mais à vrai dire, le fait de découvrir quelque chose qui avant n'était pas clair, le fait d'avoir des données nouvelles, de comprendre comment la planète marche, crée en nous, en tous les êtres humains, une émotion qui peut être transmise et qui peut être interprétée par quelqu'un qui a une autre vision de la chose. Donc, c'est un bon point de départ. À la fin, on a plus de choses en commun que d'autres. Le transfert des connaissances, c'est vraiment quand on arrive à apprendre à quelqu'un ce que nous, on sait. Par exemple, je passe une grande partie de mon temps à apprendre à mes étudiants de biologie marine comment fonctionne l'océan, comment les méthodes que j'emploie pour cette étude peuvent être utilisées par eux-mêmes, adaptées, changées, évoluer. Donc, c'est un transfert de connaissances. Et quand on va vers le grand public, vers la société, le transfert de connaissances, c'est vraiment une partie de l'éducation. On parle en océanographie de l'éducation océanique, de l'éducation sur l'océan. Donc, les concepts que pour vous sont familiers maintenant, changement climatique, production biologique, biodiversité, gaz à effet de serre, etc., c'est des choses qui ont été transférées depuis la génération de la connaissance scientifique vers la société, vers le grand public. C'est un atout, c'est un acquis, un apprentissage. La vulgarisation de la science, c'est autre chose. C'est une vitrine, c'est expérimenter, c'est vraiment vivre à petite dose ce que c'est le monde, comment fonctionne, les processus ou ce qu'on étudie. L'aquarium, le biodiversarium, par exemple, c'est une plateforme d'excellence en vulgarisation scientifique et même en transfert de connaissances, puisque c'est un outil d'éducation. Mais l'un et l'autre, c'est des outils légèrement différents, complémentaires, mais qui ne sont pas tout à fait pareils. Donc, c'est important de garder en tête que pour nous, les scientifiques, faire de la vulgarisation scientifique, faire des conférences, aller dans les écoles, vraiment aller chercher des plateformes pour communiquer nos résultats, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était vraiment pas évident, pas commun, pas requis.
Et maintenant, actuellement, c'est tout ça. C'est requis, c'est commun, mais c'est pas facile encore. Hmm. Il y a beaucoup de mes collègues qui ne prennent pas vraiment plaisir à essayer de faire l'exercice d'interpréter ce qu'ils ont, les résultats qu'ils ont acquis et vraiment les mener à un langage qui soit familier, qui soit facile de comprendre. Euh, c'est un débat qui est éternel dans la communauté scientifique et c'est de loin un des exercices les plus difficiles. Essayer d'expliquer le cycle biogéochimique du carbone, par exemple dans mon cas, de façon que ce soit agréable d'écouter, c'est pas évident, mais c'est largement un exercice qui vaut la peine, toutefois que ça contribue d'un côté à l'éducation via transfert des connaissances et aussi vers la vulgarisation, c'est-à-dire la visibilisation de la science. Dans le monde du changement climatique, et dans ce cadre, je participe à des conseils qui, en fait, donnent des opinions scientifiques pour les ministères de l'Environnement, le ministère de la Science, et au Chili surtout, mais aussi ici en France. Et un des problèmes les plus récurrents, c'est la mauvaise information, la désinformation, et puis après, les interlocuteurs. Souvent, les preneurs de décision vont chercher des interlocuteurs qui appartiennent à des associations ou appartiennent à des mouvements plus visibles que l'académie. Et l'opinion académique reste en deuxième plan vis-à-vis de ce qui apparaît dans le journal. Donc ça aussi, c'est une partie de l'éducation vers la société qui est important de tenir en tête. Mais à la fin, ce qu'on cherche depuis la science vers la société, c'est d'avoir des langages en commun, d'apprendre à communiquer de façon facile, de façon agréable à écouter, de passer de ça à ça, et de façon à pouvoir faire créer des solutions. Et cette recherche éternelle d'un langage en commun passe pas tout simplement par notre vocation d'être visible, mais par le besoin très concret de chercher des solutions et d'impacter les économies locales. La science peut et doit en fait impacter l'économie locale. Et l'idée du projet du Centre d'interprétation environnementale, c'était pas juste pour faire un musée, c'est pour impacter l'économie locale, en spécifique l'industrie du tourisme local, pour essayer de faire que les gens restent dans ces endroits extrêmes, ne serait-ce qu'une journée de plus, qui peut faire changer la donne dans l'économie locale. Donc, ça se traduit à la fin par j'ai besoin d'une solution dans dans ce diagramme. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a une solution, et va chercher le scientifique. Le scientifique, il va dire oui, mais derrière la tête, et si je me trompe, si je n'ai pas assez de données, est-ce que j'ai assez de répliques? Je ne veux pas être vu comme peu rigoureux. Je ne veux pas décevoir, en fait. Et il faut que la rigorosité soit un maximum. Mais de l'autre côté, le besoin de solution n'a pas besoin de toute cette rigorosité. Il a besoin d'un transfert, d'une traduction, d'une application pour vraiment aller à l'encontre de l'autre et chercher en fait une solution commune. Trouver un langage commun à la fin. Et dans cette conférence, on peut avoir trois principes qui ont guidé et qui guident en fait la dynamique mentale, si vous voulez, qu'on applique au centre de recherche que je pilote au Chili et qui sont on aime ce qu'on connaît, c'est familier pour tout le monde. Hein. On protège ce qu'on aime, mais on connaît ce qu'on voit. Donc, vraiment, pour connaître quelque chose, il faut le voir. Pour comprendre le fonctionnement de l'océan, il faut y être, il faut le voir. Ou si on le voit, on le connaîtra. Si on le connaîtra, on l'aimera. Si on l'aimera, on le protégera. Donc, on part de cette base. Donc, tout ça commence il y a 15 ans à peu près, quand on a commencé à chercher des endroits clés dans la géographie du Pacifique Sud, avec un centre de recherche dédié à l'océanographie. Donc,
si mon pointeur marche. Donc ça, le petit point rouge se perd, mais vous voyez plus ou moins où est le Chili. Là où il n'y a plus de neige, c'est plus le Chili. Donc, et là où il y a de la neige, c'est le Chili. Donc, c'est un long, long pays, 5000 km de long. Dans la partie la plus large, on va dire 453 km de large. Le reste, c'est tout petit, c'est comme un spaghetti. Il y a pas vraiment une géographie, une morphologie comme ça, mais ça fait que dans le Chili, on a de tout. Il y a le désert d'Atacama dans le nord, qui est le plus sec du monde, le deuxième le plus grand. Il y a les zones d'Abueling qui sont les plus productives de la planète. Avec le Pérou, on supporte 10% de la pêche mondiale. Il y a évidemment les réserves d'eau douce avec les glaciers. Et là, si le pointeur le permet, je peux vous montrer le champ de glace nord et le champ de glace sud en bas, ou ceux qui restent, et qui, après le Groenland, sont les réserves les plus importantes de la planète en termes de masse glaciale et en termes de réserves de rivières. Les rivières supportent au Chili plus de 60% de l'industrie de l'électricité, de la génération électrique. Et vous allez voir, dans le cas de Tortel, c'est aussi, ils ont leur propre barrage qui leur permet d'alimenter leur maison en électricité. Donc, l'eau, c'est pas que de la vie, l'eau, c'est l'électricité au Chili. Il y a un gros débat aussi là-dessus, sur cette ressource. Mais voilà, donc on cherchait vraiment un endroit qui puisse être représentatif et de pristinité, un endroit pristine qu'on puisse comparer à d'autres, un endroit représentatif des conditions de fjord, de ces conditions extrêmes où vraiment l'eau est coincée entre la tête et la bouche d'une enveloppe de continents, en fait, et qui mélange l'eau glaciale avec l'eau marine, c'est-à-dire des salinités de 0 avec des salinités de 35, et la vie prend le dessus là-dessus. Donc, on cherchait quelque chose, et tout en étant basé tout là-haut à Concepción, notre projet est à l'Université de Concepción là-bas. Chiloé, juste pour référence, j'ai mis ça parce que quand on demande, la plupart des gens connaissent Chiloé, mais rien d'autre, à part Santiago et peut-être Concepción et Punta Arenas, qui est là. Donc, nous, on a choisi Tortel, là. Alors, Tortel, c'est vraiment tout au bout de la carretera austral, cette route qui passe toute la Panamericana et qui s'arrête en fait aux portes de Caleta Tortel. Par rapport à Santiago, ça va faire presque 2000 kilomètres. Et pour y aller, vraiment, il faut vouloir y aller. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, quand vous arrivez à la carretera austral, vous avez tout ça. Toutes ces possibilités. Et nous, on a travaillé dans pas mal, mais on cherchait vraiment quelque chose qui soit emblématique. Et la raison pour laquelle, à part océanographiquement parlant, le fait que c'est à côté de deux glaciers, dont un qui est en retrait accéléré depuis il y a 100 ans, le fait que c'est un fjord, le fait qu'il y a une variabilité climatique extrême et le fait que c'est très joli, et il y a une histoire aussi là-dessus. Toute cette zone, c'est une zone de peuples originaires. Donc, la culture kawesque, les gens qui vivaient dans les canoës, les nomades, récolteurs, chasseurs, est très, très, très présent jusqu'à aujourd'hui, même si le peuple kawesque y est presque plus. Donc, dans toute la Patagonie, c'est quelque chose qui est caractéristique et qui est présent. Et l'histoire de Caleta Tortel est marquée en fait par les gens qui y passaient, Magellan dans le XVIe siècle, aussi et d'autres au XVIIe, mais surtout au début du XXe siècle. C'est l'île de Chiloé en fait qui a fourni le travail pour aller exploiter les grandes forêts de cyprès de las Huaytecas. C'est une espèce autochtone
qui est il y a une odeur très spéciale. Ça fait que toute la zone, tous les villages sentent pareil. En fait, et au début du XXe siècle, donc, il y a une énorme migration de gens qui se sont installés dans différents endroits, mais qui a été marquée par non seulement l'adversité, mais aussi les conditions de travail complètement extrêmes et délaissées. Et ça a marqué aussi la narrative, le récit dans ce genre de village et aussi la mœurs des gens. Les familles de génération en génération ont enduré. Un exemple, c'est l'île des Morts, ou Isla de los Muertos. En 1906, 56 travailleurs de la compagnie exploitadora de Rio Baker sont morts de faim parce que les conditions climatiques ont empêché euh, les bateaux de les atteindre pendant plus de 6 mois. Donc, les conditions extrêmes de cet endroit ont marqué non seulement la façon dont les gens vivent, mais aussi la façon dont ils regardent l'autre. L'opinion d'autrui, l'opinion des gens qui viennent de l'extérieur et des gens qui viennent du nord, en fait, c'est quelque chose de très présent et de très concret. Et c'est des confiances, c'est des relations qu'il faut créer, entretenir et maintenir dans le temps. Et de ça, on s'est rendu compte très, très, très rapidement. Donc, des scènes comme ça, aujourd'hui, c'est un monument national, c'est une attraction touristique. Donc, quand les gens viennent à Tortels, que ce soit par l'eau, que ce soit par la carretera austral, c'est une des choses qu'ils vont voir, c'est l'île des Morts. Ils vont voir les glaciers Stephen et Glacier Mont qui sont juste à côté. Ils font la tournée de la baie, mais surtout, ce qui les attire, c'est ça. C'est la vue générale de Tortel et ça, le fait qu'il n'y a pas de rue dans ce village. Quand on arrive tout en haut et on descend 165 échelons et on arrive au village pur et dur. Et le village pur et dur n'a que des passerelles en bois, construites en cyprès de las Huaytecas, toutes pareilles, avec un format standard et une odeur que, comme je vous dis, c'est caractéristique. Tout le village sent pareil. Et donc, il n'y a aucune rue comme on les connaît. Il n'y a que des escaliers, des passerelles et des passerelles qui montent et des passerelles qui descendent. Donc, tout au long d'une journée, tu peux faire les 10 000 pas de la montre, c'est fait. C'est l'endroit pour aller avec un watch. Hein. Donc, les gens se déplacent et la vie se déroule et la recherche aussi se déroule au rythme des passerelles. Il n'y a, il y a pas photo, il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Au fil du temps et au fil des études qu'on a fait, on a pu créer un petit laboratoire qui a été inauguré en 2008 et qui a été 2014 peut-être. La deuxième partie, on a fait une première partie, ensuite la deuxième partie. Maintenant, ça ressemble à ça. On a deux petits bateaux et une petite embarcation qui nous sert pour sortir. Et ça, c'est notre centre d'opération. Donc, vous imaginez quand on arrive avec tous nos équipements, les 165 échelons et les passerelles, et puis on arrive au laboratoire, on s'installe et puis le travail commence. Mais le travail pour nous, c'est aussi d'aller directement à la mairie, aux écoles, aux associations, aux gens de Tortel pour leur dire qu'est-ce qu'on va faire ce coup-ci exactement et à quoi ça va leur servir. Donc, c'est des conditions extrêmes aussi dans la passerelle. En hiver, il faut faire attention, mais il y a une énorme diversité. Dans cet endroit, vous serez très curieux de savoir qu'il y a des plantes carnivores. Oui, pas que dans les tropiques, mais aussi en Patagonie. Et on peut les voir parce que c'est un micro-monde à perte de vue. Et comme je disais, la culture kawesque est toujours présente. Donc ça, c'est des artistes locaux qui ont aménagé des sculptures dans la place. Et, et là, la maison de la culture,
où les gens ont tous un espace pour des exhibitions, des ateliers, et dont nous, on a pu profiter pas mal de temps. Donc, faire de la recherche en milieu extrême, pourquoi? Donc, notre équipe est allée, parce qu'on était intéressé de savoir quel est l'état actuel de ce fjord, un des principaux, comment les glaciers étaient en train de se comporter, parce qu'il y a une importance climatique, c'est les dernières grandes masses glaciales qui comptent dans la planète. Il y a une importance de biodiversité qui est connue. Il y a la réputation de Patagonie comme un endroit pristine. On voulait bien savoir si c'était toujours le cas, hein. Et aussi, pour les jeunes et pour nous-mêmes, hein, la possibilité de faire de la science extrême, hein. Et on se voyait tous avec le gear et en train de vivre l'aventure d'une vie. Mais c'est la science comme ça, c'est la science d'aller-retour, hein. Tu y vas, tu fais de la science, tu fais des super expériences, tu publies, mais tu t'en vas après. La différence avec nous, enfin avec ce projet en particulier, c'est que nous, on reste sur place. On part vraiment jamais, hein. Donc, mais bon, la science extrême, c'est toujours ce qu'on utilise pour dire aux gens, allez, viens à Tortel avec nous, ça va être extrême. Et ça l'est vraiment, hein. Et c'est pas toujours facile. Là, on est en train de faire l'échantillonnage dans la baie de Tortel. Euh, En hiver, on le fait aussi. Ça, c'est un CTD. C'est un instrument qu'on descend dans la colonne d'eau depuis la surface jusqu'au fond pour faire des profils de température, de salinité, de chlorophylle, de sels nutritifs, de tout. En gros, on mesure la santé du fjord et on le compare avec tout le système de canaux entre Tortel et l'océan Pacifique. En grosso modo, on voulait voir comment ça se connecte, ce petit village, avec ce qui se passe en île de Pâques, par exemple, hein, car tout est connecté. Et pour ça, il nous faut des instruments de dernière génération qu'on mène régulièrement à Tortel. Récemment, on a eu le privilège aussi d'échantillonner une éclipse. Il y a eu une éclipse totale à Caleta Tortel. Donc là, c'est le moment de 100% de l'éclipse annulaire. Et on y était, ça c'est notre petit camion avec nos équipements. Et en octobre 2024, pardon, ça c'est le laboratoire et la représentante du ministère de la Science du Chili qui est allée voir ce qu'on était en train de faire. Donc, quand tout était obscur dans le ciel, au lieu de regarder vers le haut, nous, on était en train de regarder vers le bas. Évidemment, ça a généré un tas de questions de la communauté et on a dû donc passer pas mal de temps à expliquer. La réponse à ce qui se passe lors d'une éclipse dans la colonne d'eau, on ne sait pas, mais c'est vrai que les premiers résultats indiquent qu'il y a quelques-uns qui s'endorment et quelques-uns qui se réveillent. Ceux qui se réveillent sont toujours les bactéries. Donc, de fait que c'est la nuit anticipée, on voit la trace de l'absence de soleil. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Comme scientifique, on est toujours en train de dire, yay, ça c'est nature, science, yay. Mais en fait, le prochain réflexe, c'est toujours dans notre cas, dans cette dynamique de travail, c'est comment j'explique ça et comment peut-on l'intégrer à ce centre d'interprétation. Comment peut-on laisser quelque chose derrière? C'est pas juste pour les publications. Donc, on travaille dans des conditions extrêmes, dans le glacial monte, qui est en plein retrait. Et depuis un certain temps, c'est depuis les 100 dernières années, il a perdu plus de masse glaciale que n'importe quel autre glacier de Patagonie. Et on le suit de près. La vue depuis la côte. Ça, ce que vous voyez là, c'est notre station météo, hein. Mais pour lui changer les batteries, il faut y aller. Donc, il faut monter. Donc, c'est juste pour illustrer que faire vraiment de la science et maintenir les équipements, ça coûte énormément d'argent, mais ça coûte aussi énormément d'énergie et d'enthousiasme. Donc, si vous n'avez pas vraiment envie d'aller là-bas, ça va pas marcher. Donc, c'est que des gens passionnés, mais aussi
on est des scientifiques, donc on a besoin de voir ça. On a besoin de les données, les séries temporelles de différents types de phytoplancton, de cellules qui font de la fixation de carbone, qui font de la photosynthèse, hein, qui nous montrent la santé de ce fjord, qui sont très abondants dans certains endroits et très pauvres dans d'autres. Le fjord, en fait, c'est un mélange d'eau salée et d'eau douce. Et l'eau douce, c'est vraiment comme de l'eau distillée, il n'y a pas grand monde. Et dommage que ce soit à la surface, là où il y a le stress radiatif, mais quand même, il y a pas mal de turnover, d'échanges de groupes microbiens. Et en fait, c'est une zone très, très productive. On ne s'explique pas vraiment comment, mais la réponse est certainement dans la biodiversité du microbiome. Donc, on publie la diversité microbienne à grande échelle dans tous les canaux. On essaye de comprendre comment ça se fait que le vent peut permettre un échange de nettoyer l'eau douce, faire entrer l'eau marine et booster la productivité du fjord, qu'il change de couleur, qu'il passe d'une couleur lait à une couleur bleue. Donc, chose que les gens voient tous les jours, mais qu'on peut, nous, aujourd'hui, leur expliquer avec l'information scientifique à côté. On profite aussi d'autres missions, comme des missions à plus petite échelle, et aussi de la mission Tara, qui est passée pas par Tortel, mais par quelques-uns des canaux, et qui nous a permis d'échantillonner le Chili dans la totalité. Donc, c'est une opportunité pour mélanger nos données avec les autres et avoir une grande panoramique qu'on peut ensuite interpréter. Donc ça, juste pour vous montrer, parce que si je ne montre pas des graphes, c'est pas vraiment une conférence de scientifiques. Donc, mais juste là où il y a du bleu, c'est froid. Là où il y a du rouge, c'est plus chaud. Mais c'est vraiment, il fait jamais très, très chaud à Tortel. On va de 4 degrés dans l'eau à 16 degrés avec un peu de chance en été. Mais le fait est que janvier, février, c'est là. C'est contre-intuitif, mais c'est l'été. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe et que nos séries temporelles s'accumulent, on se rend compte que la température minimale d'hiver commence à augmenter. C'est plus 1 degré, c'est plus 1 degré et demi, c'est plutôt vers les 3, 4 degrés, comme vous voyez ici. Et ça, c'est inquiétant. On se rend compte aussi que la couche en bleu d'eau douce, ça, c'est salinité. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qu'il y a en bleu. La couche d'eau douce commence à être plus mince qu'avant. Ça veut dire que à un moment donné, il y a beaucoup plus d'eau qui sort, mais en fait, la masse glaciale qui récupère en hiver et qui refond en été n'est plus la même. Donc, on voit en fait la trace de la perte de masse glaciale. On voit aussi l'oxygène qui, bon, lui, à tout seul, est présent. Donc, ça nous permet de tenir la saisonnalité. On voit la chlorophylle, cette trace de pigment qui laisse les gens qui font de la photosynthèse dans l'eau. Et on voit, malgré le fait que c'est de l'eau distillée en surface, presque quelques pics qui nous font dire, tiens, il y a quelqu'un qui fixe du carbone, même dans des conditions comme ça. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on commence déjà à préparer pour nos publications scientifiques, mais qui nous donnent envie d'aller chercher les gens dans les passerelles de Tortel pour leur dire, tiens, regarde ce que j'ai trouvé, mais comment faire ça? Comment retourner à un langage en commun pour pouvoir expliquer? À la fin, étudier des environnements uniques, inaccessibles et mystérieux nous a permis, en fait, de nous rendre compte à quel point ils sont fragiles aussi. Voilà. Donc ça, c'est un... Caleta Tortel, c'est là où il y a mon petit point. Ça, c'est l'océan Pacifique. Tout ce qui est en couleur, c'est la profondeur du fond, c'est la bathymétrie. Donc, il y a des zones beaucoup plus profondes que d'autres, mais on peut arriver à plus de 1000 mètres dans des canaux qui font peut-être 200 mètres de largeur.
Donc, c'est vraiment des environnements très, 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 très particuliers, mais qui portent la trace humaine. Et on s'est rendu compte dans ces 15 dernières années qu'en fait, il n'y a pas photo, la Patagonie n'est pas pristine depuis un certain temps. Donc, il y a des petits chiffres que peut-être vous arrivez à voir là. C'est des points d'échantillonnage d'un de nos thésards pour la pollution plastique. Et en fait, il y en a partout. Des abondances qui sont dans des matériaux typiques de ce qu'on porte nous tous les jours, le polystyrène, l'acrylique, etc. Mais en fait, autant c'est généré sur place, autant ça rentre par les eaux marines du Pacifique. Donc, essayer de comprendre le mélange, les zones d'accumulation, c'est un travail qui a été fait après celui-là. Et on sait déjà comment les courants mènent les déchets plastiques vers certaines zones qui sont, elles, de façon avec pas beaucoup de chance, en fait, très près des zones qui ont été données pour l'aquaculture, qui est la principale productrice de plastique dans l'industrie marine au monde. Donc, pollution plastique, il y en a, et on a dû aussi travailler là-dessus. Pollution humaine, évidemment, dans un fjord où il n'y a pas de toilettes comme nous on les connaît, la pollution humaine par coliforme fécal était par les nuages. Donc, des études qu'on a menées ont permis de faire des sewers, des systèmes de alcantarillado, des égouts à vide, en fait, qui mènent les déchets du bas vers le haut avec des systèmes automatiques et changer la donne aussi pour les gens. Tomber le niveau d'infection d'hépatite, de ce genre de maladies qui, pour les gens urbains comme nous, sont rares, mais que ça faisait partie de tous les jours. Mais ça encore, c'est de l'application des données scientifiques. C'est une conséquence de notre présence là. Mais ce n'est pas du transfert, ce n'est pas de la co-création. On n'a pas co-créé, c'est le système d'égout à vide qui est maintenant à Tortel. C'est tout autre chose. Donc, on n'est pas encore là, mais ça fait partie du processus. On a passé tellement de temps là qu'on a pu apporter des solutions, suggérer des solutions. Un débat ouvert, évidemment, la Turberas, c'est des énormes extensions de tourbes, de dépôts de carbone, des zones marécageuses, qui en fait, c'est des réservoirs planétaires de carbone, qui aujourd'hui sont exploités en Patagonie. Et si on veut dire à quelqu'un, enfin, policymaker ou le monsieur du camion qu'il ne faut pas faire ça, il faut donner une bonne raison. C'est pas parce que c'est joli, c'est parce que ça sert. Donc, des études en ce moment s'orientent à ce type de questions. C'est plus pour nous la question pour la curiosité, c'est la question pour contribuer à la solution d'un problème. Donc, enfin, communiquer. Et communiquer à Tortel, il faut le faire à son rythme. Ça, c'est Caleta Tortel, c'est le village, avec les premières lueurs du jour. Donc, ça vous donne juste une idée du rythme de la zone. Donc, c'est pas la ville, c'est pas Perpignan, c'est pas Banyuls, c'est Caleta Tortel. C'est un endroit qui vit à un rythme très, très lent. Et en fait, si on veut s'intégrer dans la communauté et communiquer nos résultats, il faut le faire à leur rythme, au même rythme que cet éclair de soleil parvient. Donc, première chose à faire, évidemment, aller dans les écoles, montrer ce qu'on a pu trouver, décrire leur environnement avec une autre optique, avec un autre langage et se rendre compte en fait que les enfants qui vivent dans ce genre d'environnement ont la biodiversité et les caractéristiques de leurs environnements très, très présents. Donc, que ce soit des enfants de n'importe quelle classe, ils ont tous, en fait,
et le métier de leurs parents, de leurs grands-parents, des grands-grands-grands-parents, et la scène autour d'eux, très, très présent. Donc, on peut profiter pour lancer pas mal de programmes de vulgarisation scientifique qui vont contribuer au dialogue, mais encore, on peut les mener dans nos laboratoires, on peut leur montrer ce qu'on fait en direct, on peut être témoin de leur culture, des danses folkloriques qui sont particulières de cette zone et qui n'existent nulle part ailleurs au Chili. Les gens de Chiloé vers le nord, ils dansent pas comme ça. Le chamamé, c'est vraiment quelque chose de très particulier, c'est très patagonico, magallanico, et s'intéresser vraiment à, à cette partie de notre identité nationale, mais aussi de l'apport que ça peut faire pour trouver une solution locale. Ça, c'est un processus qui est intéressant et qui nous oblige comme scientifiques à sortir de nous-mêmes, à sortir de notre rôle. Donc, on propose un projet. D'abord à la mairie, d'abord au gouvernement régional, pour faire un centre d'interprétation touristique et environnementale qui a l'air très, très compliqué, mais qui à la fin se traduit par un projet commun où la science peut rencontrer la culture, mais aussi rencontrer l'habitat et l'habitant, avec un boost, si possible, pour l'économie locale. L'idée, c'est que ce centre d'interprétation soit une passerelle comme les autres qui porte en fait 5 stations avec des informations scientifiques menées avec un langage et une interactivité qui soit facile et agréable pour tout le monde et qui permettent à l'industrie touristique de faire en sorte que les touristes restent une journée de plus, 2 journées de plus. Contribuer de cette façon à l'économie locale. Ça passe par aller à la radio locale pour annoncer le projet, faire appel dans les écoles, faire des ateliers avec les preneurs locaux de décision, les associations, les propriétaires de bateaux touristiques, les gens qui côtoient les touristes, les gens qui doivent transmettre les informations, voir quelles sont leurs difficultés, voir quels sont les problèmes à surmonter. Et évidemment, les scientifiques par Zoom, parce que sinon, c'est trop cher. Donc, au bout d'un certain temps, on a décroché un financement public pour la réalisation de ce projet. Et c'est une co-création parce qu'on a utilisé des talents locaux, des sculpteurs locaux, des architectes locaux, des constructeurs locaux, des fonds de la mairie pour la construction même de la passerelle, des fonds du gouvernement chilien pour ce qui est de la plateforme d'interprétation et nos propres connaissances qui sont en fait le résultat de 14 ans de recherche en fait menées au niveau du tourisme. Donc, au bout de 6 mois de travail, on avait les stations toutes prêtes et la construction de la passerelle a débuté dans les mêmes conditions que vous avez vues avant. Hein. Mais hiver comme été, les passerelles doivent être entretenues quand même et celle-là, elle devait être construite à part entière avec en fait comme je dis, des sculptures locales qui permettent en fait d'intégrer l'histoire de Tortel dans ce petit musée scientifique qu'on a fait. Donc ça, c'est la représentation d'un artiste local de l'île des Morts. Et aussi, il y a des représentations de la culture cahuéscar, de la culture forestière, en fait, de l'industrie de l'exploitation de cyprès de la Huaytecas, et les passerelles et tout un tas de petits clins d'œil, en fait, qui permettent aux touristes de dire, tiens, ça c'est Tortel, mais Tortel, c'est vraiment un endroit très particulier. Donc, ça a été inauguré en janvier 2024 avec toute la communauté et avec plein de gens qui étaient intéressés d'y participer. La première saison estivale, le janvier, février, mars 2024, a attiré plus de 2000 visitants. On a eu des visitants de 15 pays
On a eu des visitants de presque toutes les communes à l'intérieur du Chili et le taux la quantité de nuits passées à Tortel a augmenté de presque 30%. Donc, on était très, très, très contents de la première saison et on est en train d'entamer la deuxième là-bas. Il y a toujours il y a toujours un scientifique de garde dans cette passerelle. Il y a 2 personnes qui vivent à Tortel qui font partie de notre équipe, mais à part ça, il y a toujours dans les saisons estivales quelqu'un de notre équipe qui est là pour expliquer, pour accompagner, pour montrer, pour essayer d'émerveiller et pour transmettre en fait l'info. La dernière station de ce parcours, c'est notre propre laboratoire. Donc, on s'est intégré nous-mêmes à la dynamique du musée et on est devenu une sculpture de plus, en fait. Donc, tout le laboratoire est ouvert et les touristes qui y passent peuvent aller et rencontrer les gens, voir ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est le résultat. Ça, c'est l'intérieur du musée, c'est les différentes stations. C'est comme ça que ça se voit. Et je pense que pour moi, l'effet le plus curieux de toute cette expérience, c'est que ce projet en particulier a été nominé à 3 catégories de prix d'innovation, de transfert et de développement technologique et de culture aussi, dans les prix Avoni qui sont très reconnus par le gouvernement chilien. Donc, et c'est la première fois que ça nous arrive. On n'avait jamais été nominé pour quoi que ce soit de développement technologique ni transfert de connaissances. Pourtant, on avait fait beaucoup d'efforts. Mais c'est la première fois qu'un projet à nous est nominé pas dans une, mais 3 catégories. Donc, à notre entente, ça veut dire que c'était une bonne idée. Donc, on est très content, on est très fiers. Quand on regarde depuis l'eau, on voit les petites maisons de la passerelle. Et ça, c'est notre maison à nous. C'est la 5e station où on s'est intégré nous-mêmes. Et finalement, en fait, ça donne l'opportunité juste de regarder, de s'émerveiller et d'essayer de contribuer pour que les gens connaissent en regardant, pour qu'ils protègent ce qu'ils aiment, et pour qu'ils continuent à aimer un peu plus l'endroit où ils vivent. Et en tant que Chilienne et en tant que scientifique, un endroit qui est important pour toute la planète. Donc, merci. Merci Camila pour cette incursion dans la Patagonie chilienne. Des questions? Une là-bas. Merci. Vous avez parlé d'une odeur particulière. C'est quoi comme genre d'odeur? C'est l'odeur de Cyprès de las Huaytecas. C'est un arbre qui a une odeur qui ressemble beaucoup au réglisse. Donc, c'est une odeur douce et en même temps, ouais, c'est comme du velours avec une touche de réglisse. Ouais. D'autres questions? Juste une question parce que vous parlez beaucoup de tourisme et je me demande quelle est la dimension de ce tourisme. Est-ce que quel est l'impact du tourisme? Est-ce que vous avez l'air de dire que c'est on attend de touristes. Donc, mais est-ce que c'est pas, il y a pas une problématique aussi d'impact? Oui, et ça c'est une très bonne question. Merci beaucoup parce que ça a évolué au fil du temps.
quand on est arrivé, en fait, vraiment, c'était du bouche à oreille, les gens y partaient. La plupart du tourisme, ça se faisait euh, par sac à dos et puis un peu à l'aventure. Et c'est vrai que le contact entre Tortel et la carretera australe est depuis, je veux dire, une dizaine d'années beaucoup plus fluide. Et les gens même de Tortel sont devenus des tour operators qui prennent des touristes et les mènent dans les glaciers aller-retour et puis aller-retour. Ça va très très vite, c'est pas très, mais quand même ils ont parce qu'il y a très peu de possibilités autres que le tourisme. Donc l'industrie forestière est très limitée puisque biodiversité, l'accès aux grandes industries et aux grands pôles de travail, en fait, sont dans les grandes villes, à Coyhaique. Et ça impacte évidemment toute l'économie locale et la structure familiale aussi. Les enfants, à partir de cinquième, ils doivent aller en internat parce qu'il n'y a pas d'école pour à Tortel. Donc, c'est une façon aussi d'amener une importance économique qui puisse justifier la permanence des enfants, de créer plus de choses. Ceci dit, toute la Patagonie maintenant, c'est un target touristique et on a vu l'arrivée des grandes croisières il y a peut-être 5 ans dans la baie de Tortel même. Donc, souvent, ça se passe pendant la nuit parce que c'est le moment où le bateau juste arrive. Et il y a le village qui sort, en fait, soit parce que le bateau même leur apporte des choses qu'ils ont achetées, soit parce qu'ils ont rendez-vous avec des touristes qu'ils accueillent chez eux, bed and breakfast et tout ça. Donc, le tourisme, en fait, en ce moment, c'est l'activité en fait de la plupart des gens qui vivent à Tortel, la gastronomie et aussi le tourisme sportif, mm, le tourisme d'aventure, aller chercher, je sais pas, le puma, je sais pas quoi, photographier certaines espèces, etc. Donc c'est une activité clé dans la structure de Tortel et c'est pour ça qu'on a voulu en fait se baser là-dessus. On a vu la niche là-dessus. Et Tortel, c'est aussi une communauté de gens qui sont très conscients de leur patrimoine naturel et euh, très, je dirais, très, je cherche le mot, excusez-moi. Mais c'est des gens qui sont beaucoup concernés par ce qui est le développement soutenable. Ils ont tous le compost, ils recyclent tout ce qui leur passe dessus, parce qu'en fait, ils ont la conscience de la vulnérabilité de leur environnement. Ils ont vu ce que la pollution par coliforme fécal pouvait faire. Ils savent la charge, la capacité de charge du village. Et un des soucis de notre projet et des autres projets touristiques en ce moment, c'est justement la gestion des déchets, la gestion des déchets humains et le nombre de visitants. Donc, euh, on peut pas empêcher Tortel de se développer dans ce sens, mais on peut dire au gouvernement régional qui est à 1000 kilomètres, de 800 kilomètres de distance, de dire, tiens, il y a vraiment besoin de facilités, d'infrastructures. Problématique doit se. Je voulais savoir si effectivement il y a des liens avec des chercheurs ou des personnes comme vous qui feraient pareil en Argentine pour cette Patagonie. Merci. Oui, en fait, la Patagonie, ben, on la partage, hein, comme vous dites très bien. On va voir la carte de nouveau. Juste pour vous montrer où sont les points où on est vraiment en communication avec l'Argentine. Malheureusement, dans le cas de Tortel, en fait, c'est plus facile
d'aller à Punta Arenas que d'aller vers le continent. J'arrive, hein, excusez-moi. Voilà. Donc, les points d'attache entre l'Argentine et le Chili sont tout en bas, dans le canal Beagle, dans le Cap Horn, tout près de Punta Arenas. Mais ceci dit, et de façon très contre-intuitive, si tu veux aller à Tortel, en fait, c'est plus facile d'aller par bateau depuis Punta Arenas, qui est le point de départ, en fait, des grandes croisières et des bateaux qui font, en fait, la navette entre les gens. Et d'aller à Puerto Natales, Punta Arenas, que d'aller vers le continent et vers le nord. Ça fait 5 jours de navigation et on arrive à Tortel. Donc, pour la communauté scientifique, c'est malheureusement, c'est un point à la fois, parce que c'est un tel effort que je pense que l'initiative la plus concrète, ça a été fait au niveau du canal Beagle. Et encore, comme le canal Beagle est divisé en deux, des fois, c'est pas politiquement très facile. Pas de notre fait, hein, mais c'est des relations internationales où là, on navigue d'autres bateaux. Mais il y a une unité internationale associée du CNRS à Buenos Aires avec qui on a de très bons contacts et qui sont intéressés par collaborer avec nous. Donc, bonne perspective. Oui, moi j'aimerais savoir si vous avez pu évaluer l'impact des changements sur la biodiversité de Oui. l'eau. Sur la biodiversité de l'eau, oui, en fait, je pense que le résultat le plus marquant qu'on a eu, c'est l'étude de la fonte glaciale. Et comme cette eau de glacier se mélange avec le fjord. Donc, dans l'eau glaciale, il y a des communautés très particulières, des extrémophiles qui aiment les basses températures et qui vivent là-dessus. On avait tendance à croire que c'était les mêmes, que c'était toutes parties d'un seul pool. Mais en fait, il y a certaines communautés qui sont exclusives de la masse glaciale et qui, lors de la fonte définitive, en perdra. Donc, il y a un effort international en ce moment de scientifiques de l'écologie microbienne pour essayer d'estimer quelle va être la perte au niveau du microbiome du changement climatique, hein, le coût microbiologique du changement climatique. Donc, au niveau des fjords, oui, on a... Oui, mais tout est connecté de toute façon. Donc, il y a, il y a le retour des mammifères marins, par contre, qui a été très... c'était été, automne, printemps. En octobre dernier, quand on était à Tortel, on a fait un grillage pour la détection des mammifères marins. Et on était content de voir qu'il y avait un retour dans les canaux. Mais c'est pas encore très définitif. Par contre, il y a toutes sortes d'efforts. En fait, il y a une plateforme en fait pour faire presque n'importe quoi, presque n'importe quel type d'études. La pêche n'a jamais été la base de l'économie à Tortel parce que évidemment c'est de l'eau douce, marine, etc. N'empêche qu'il y a des espèces qui sont très particulières et qui, si jamais on les visibilise assez, on pourrait quand même attirer l'attention de la communauté scientifique. Les crustacés sont quand même sont très particuliers. C'est la base de la chaîne trophique et on a vu un retour aussi des abondances de cet échelon clé dans les, je veux dire, 10 dernières années peut-être. Oui, bonsoir. J'étais passé à Tortel il y a 20 ans, je dirais maintenant en 2004. Je me souviens d'un endroit très préservé, effectivement, très beau. Et là, je pense à l'industrie que vous avez mentionnée, de la piscifactory à l'aquaculture. Voilà. Je voulais savoir quelle était la situation actuellement et l'impact sur la région. À Tortel, non, il n'y a pas d'aquaculture. C'est très dur parce que la topographie n'accompagne pas et puis l'échange d'eau
n'accompagnent pas non plus. Et aussi parce que les mairies, les gouvernements régionaux ne veulent pas d'aquaculture. Par contre, au niveau du Golfo de Penas, là, et tout au sud, en Magallanes, c'est un vrai problème. Donc, il y a une confrontation entre les réserves marines qui ont été accordées aux peuples originaires, comme les Cahuesca. En fait, récemment, le gouvernement chilien a accordé la possibilité aux peuples originaires de réclamer des zones marines protégées et de les rendre utilisables pour leurs fins culturelles. Et ça va un peu à l'encontre des zones marines dédiées à la pêche de petite échelle et à l'aquaculture de petite échelle. Et ça, à la fin, impacte les grandes réserves marines pour le tourisme, mais aussi pour l'industrie de l'aquaculture. Donc, il y a un vrai conflit en ce moment entre les gens qui veulent récupérer ces zones dédiées aux peuples originaires pour les rendre utilisables et, et puis le reste du monde. Et donc, là aussi, sachant ce genre de conflit, la communauté scientifique se retrouve, sans le vouloir, en plein milieu des deux. Et il y a, ce débat est vraiment tout d'actualité. L'année dernière même, j'étais dans une conférence où ça a vraiment chauffé de ce point de vue. Et sans le vouloir, on est amené à jouer un rôle là-dedans. Et notre rôle, ça peut pas être un rôle d'activisme, ça doit être un rôle de informatif, de évidence scientifique. Et donc, la meilleure façon qu'on a trouvé dans ce cas de rendre l'évidence scientifique visible pour tout le monde, c'est ce genre de projet de co-création où la communauté appréhende, se rend propriétaire de l'information qu'on génère nous. Je crains en fait que le débat n'est pas clos là-dessus. Bonsoir. Mylène? Comment est-ce que vous faites concrètement pour créer du lien entre les populations, disons, le grand public, les citoyens, les grandes zones d'urbanisation comme Concepción, Santiago, etc., les gens qui sont extrêmement éloignés finalement, du coup, de l'importance de ce sanctuaire et des zones du Sud? Quel levier vous avez? Est-ce que vous intervenez plus haut? Comment on fait pour faire émerger ça dans des zones qui sont très urbanisées? Est-ce qu'il y a des programmes en cours? Comment vous faites? Il y a plusieurs façons de faire en fait. Et nous, on les utilise tous. Enfin, d'un côté, nous, on va régulièrement à la presse, on écrit des éditoriales, on fait en sorte d'amener des journalistes avec nous à chaque fois qu'on va sur le terrain, de façon à qu'il y ait un registre visuel de ce qu'on est en train de faire, mais avec un récit qui nous convient. On aime bien être maître de ce qu'on dit. Et aussi, on intervient au niveau des politiques publiques. On a des membres de notre équipe au COPAS qui sont dans les conseils des ministères de l'Environnement, de la Science. Moi-même, je suis dans le conseil qui fournit des informations et qui intervient dans les politiques publiques du changement climatique au niveau national. Donc, on s'occupe d'être là où il faut, d'être dans les points clés. Et aussi, on a vu l'efficacité d'avoir des intermédiaires, des personnages intermédiaires, des gestionnaires de projets, des gestionnaires de transferts technologiques, des ingénieurs, en fait, des ingénieurs commerciaux, des ingénieurs industriels, des métiers qui sont en dehors de la recherche, mais qui servent de liaison entre nous et le monde politique, le monde privé, qui est un des points, je dirais, le plus important. Et il faut atteindre le monde privé si on veut faire passer certaines informations et pas espérer que la politique fasse le détour parce que c'est pas gagné. Donc, on s'est rendu compte à quel point c'est difficile pour les scientifiques d'aller directement impacter les politiques publiques. Et dans ce sens, je pense que la stratégie qui marche le mieux pour nous, c'est justement ces personnages au milieu qui ont
un rôle pivotal, qui font un screening permanent de ce qu'on fait et qui, dès qu'il y a une petite lumière, tiens, lui, on va le mettre en communication avec elle et on va voir ce que ça donne. Du coup, à partir de ce projet, on a écrit une proposal pour que le concept de centre d'interprétation comme outil puisse être mis en place dans n'importe quelle partie du Chili. Ça a été financé par une corporation de Fomento par Corfo, en fait, qui est publique, mais qui, en fait, donne des financements pour des initiatives publiques, privées, développement technologique et avec une application concrète économique. Donc, notre but maintenant, c'est de pérenniser le concept et de pouvoir créer des modus operandi, des protocoles et en fait, une façon de faire pour que ce soit applicable à n'importe quel endroit du pays. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Camilla pour cet exposé.